Et maintenant, l'élection du pape avec l'invité de la matinale, philosophe, théologien, éditeur de plusieurs ouvrages du pape. Il dirige les éditions du Cerf et a été président du Centre national du livre. Il va nous faire entrer dans les arcanes politiques et spirituelles de ce conclave. Bonjour Jean-François Colosimo. Bonjour. Merci de revenir nous parler des catholiques, de leurs cardinaux et du pape qu'ils vont se choisir durant ce conclave. Reprenons les événements depuis hier après-midi. Qu'est-ce qui se joue en ce moment sous le plafond de la chapelle Sixtine? Hier soir, la fumée était noire. Oui, extra omnes, tous les cardinaux non électeurs sont sortis. Donc restent ces 133 princes de l'Église, grands prélats, qui viennent de 70 pays. Donc pour certains, c'est la première fois, pour la majorité d'entre eux, en fait, c'est la première fois qu'ils participent à un conclave. Et ils ont la redoutable tâche de trouver un successeur au pape François, mais un successeur aussi à Pierre, prince des apôtres, n'est-ce pas? C'est 2000 ans d'histoire qui se déroulent sous nos yeux. Ils n'ont pas droit à un téléphone, ils n'ont pas droit à un ordinateur, c'est le secret absolu, ils risquent la peine d'excommunication si jamais ils révèlent les secrets de ce vote qui est en fait un moment très solennel, très pesant. Ils se font tous face des deux côtés, en fait, de la chapelle Sixtine. Il y a la table où il y a les trois scrutateurs, il y a l'urne en bronze, dorée, n'est-ce pas? Et chacun d'entre eux va inscrire le nom de son élu sur un bulletin, plier le bulletin en 4, se rendre devant l'urne, lever la main et jurer solennellement que, en toute conscience, risquant le jugement éternel de Dieu, et ça se passe sous la fresque de Michel-Ange du jugement éternel précisément, eh bien il a choisi véritablement en toute conscience celui qui doit être le pape de 1,4 milliard de catholiques à travers le monde. Alors c'est long, c'est en silence. Et en fait, les seuls moments d'échange, ce sont les repas, midi et surtout le soir, puisqu'ils logent tous dans Sainte-Marthe, cette hôtellerie qui a été construite principalement à cet effet, le conclave. Alors, est-ce qu'à la cantine, si j'ose dire, ils peuvent parler politique? Alors, à la cantine, en fait, on parle politique, mais on n'en parle jamais directement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a quelques groupes, n'est-ce pas, qui vont se dessiner petit à petit. Ces groupes qui se dessinent petit à petit correspondent à des sensibilités et à des tendances que nous, on va interpréter de manière un peu politique entre conservateurs, progressistes, plus compliqué que ça. Parce qu'au premier tour, ils ont voté avec le cœur, ils ont voté pour oui, par affinité. Le premier tour, c'est le moment ou jamais où si vous avez véritablement un candidat de cœur, si vous avez un ami, si vous aimeriez souligner que un tel, au fond, n'arrivera jamais à réunir la majorité des 2/3, vous vous rendez compte, mais que malgré tout, c'est quelqu'un qui doit compter, vous le signalez à ce moment-là. Mais à partir d'aujourd'hui, se dessine un mouvement de polarisation. Il faut bien trouver quelqu'un. Polarisation. Bien entendu. Pas la polarisation au sens géopolitique, une polarisation au sens des tendances. Pollinisation peut-être aussi, vous voyez, peut-être entre les deux. D'accord. C'est-à-dire que en fait, il y a malgré tout, quelques poids lourds. Ces poids lourds, ce sont les fameux papabilés, n'est-ce pas, sur lesquels d'ailleurs parient les joueurs du monde entier. Pour des millions de dollars au passage, d'abord ça devient une espèce de grand PMU. On peut pas chasser les marchands du conclave. Voilà, c'est compliqué. Excellente formule. Est-ce que c'est et cette polarisation, elle correspond en fait au programme du prochain pontificat, n'est-ce pas? Alors, ils héritent d'un pontificat un peu tourmenté, avec un pape très pyramidal, très solitaire, François. Ils héritent de questions irrésolues, la question des abus, des scandales sexuels, la question de la synodalité, est-ce qu'il faut déconcentrer l'Église? Tout ça dans un monde de chaos et de conflits. Quel va être le pape, le meilleur en fait, pour ce temps donné, n'est-ce pas? C'est pas le meilleur dans l'absolu. Est-ce que l'élection de ce pape et le nouveau pape, ce sera aussi le symbole d'une sorte d'inventaire de ce qu'a fait François? Qu'est-ce qu'on garderait et qu'est-ce qu'on oublierait? Alors il y a des choses sur lesquelles on ne reviendra pas. L'écologie.
le soin de la terre. La synodalité aussi, malgré tout, la nécessité de faire en sorte que ce ne soit pas les cardinaux de la Curie à Rome qui décident de tout ce qui se passe à Tombouctou, à Tokyo, en Ouzbékistan, en France, etc. Un peu plus de latitude locale laissée. Ça va rester. Là, il y a des questions sociétales comme la place des femmes dans l'Église. Doivent-elles recevoir, par exemple, le diaconat, qui serait une forme de reconnaissance sacramentelle? La question, évidemment, de la bénédiction des couples de même sexe. Là, il y a des désaccords extraordinairement profonds qui font que, vraisemblablement, ces désaccords étant si forts, il n'y aura pas de poursuite de ces chantiers, en tout cas pas très affirmés. Est-ce que le futur pape portera une parole sur la paix? Est-ce qu'il pèsera là-dessus? Et aussi une parole sur les migrants qui a été plutôt mal digérée par l'électorat le plus conservateur en Europe. En Europe. Oui. Alors, sur les migrants, il faut se rappeler que quand même le message de François était un peu plus compliqué. Il laissait chaque gouvernement quand même s'organiser face aussi à ses problèmes politiques, sociaux, etc. Mais cette question-là aussi ne sera plus aussi décisive qu'avec François. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 3 camps à peu près. Oui. Il y a un camp de conservateurs, bien sûr, il y a un camp de réformistes. Le camp de conservateurs trouve un peu son leader naturel dans le cardinal Erdo, qui est l'archevêque de Budapest, le pays d'Orban. Alors bon, on lui fait un mauvais procès, on dit qu'il est main dans la main avec Orban, ça n'est pas vrai, mais il est quand même très conservateur, voilà. Et donc c'est aussi pour assurer les franges conservatrices, par exemple, sur la messe en latin, vous voyez. Bon, un clan dit de la Curie c'est l'administration centrale, et là, bon, ils ont un candidat naturel, c'est Parolin, Pietro Parolin, qui est le Premier ministre, n'est-ce pas, qui était le bras droit de François, l'homme de tous les dossiers. Ces 2 tendances, elles ont en commun de vouloir l'ordre. Alors la première, c'est plutôt l'ordre moral, la seconde, c'est plutôt l'ordre institutionnel, et puis viennent les réformateurs. Bon, bonne surprise, parmi les leaders réformateurs s'est affirmé le cardinal français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Eh bien, on se compte à chaque tour de vote. Oui, j'allais y venir parce que le pape François, il a nommé de très nombreux cardinaux. Oui. Et il les a nommés à sa main, donc a priori... Alors, à sa main. A priori, les réformateurs devaient être très nombreux. Dans son style. Oui. C'est-à-dire, il a choisi des gens qui l'enthousiasmaient, des gens qui suscitaient son intérêt, des gens qui avaient une forte posture, une personnalité missionnaire. Parfois, des gens qui représentent, en fait, vraiment des marges du monde, n'est-ce pas? Il n'a pas pourvu tous les grands sièges historiques, les villes métropolitaines, les capitales, mais il a pourvu parfois des petites îles, là, d'un archipel d'îles qui n'avait jamais eu de cardinal, ne pouvait l'espérer. Et donc, on a une espèce de véritable entrée des périphéries dans le conclave comme on n'a jamais vu. En même temps, ça donne beaucoup de force, en fait, aux cardinaux expérimentés, paradoxalement. Mm-hmm. Bon. Donc, on en est là. Les réformateurs sont-ils aussi nombreux au sens de tout l'héritage de François? Non. Ce que les cardinaux veulent, c'est un personnage de médiation, un personnage de lien qui va pouvoir faire en sorte que toutes ces tendances que François avait volontairement antagonisées parce qu'il pensait qu'il fallait aller au bout d'une méthode un peu jésuite, conflictuelle, eh bien, il faut quelqu'un aujourd'hui pour faire en sorte que ces gens se reparlent, retravaillent ensemble. Jean-François Colosimo, théologien, philosophe, éditeur et l'invité de la matinale. Il y a des visages, il y a des profils bien plus nombreux que les 3 tendances que vous avez identifiées. Bien sûr. Il y a les stars de ce conclave, ceux dont les journaux publient la photographie bien avec le parcours. Il y a notamment un cardinal congolais qui pèse lourd. Ah, absolument. Fridolin Ambongo. Alors lui, c'est un remarquable jeune cardinal, jeune, 65 ans, vous voyez, ce type quand même de carrière qui commence là où généralement on part en retraite, n'est-ce pas? Il est remarquable, il incarne l'Afrique, il a été très courageux sur toutes les questions véritablement de violence ethnique. Il s'est engagé d'un point de vue humanitaire sans compter et pas de manière partisane. C'est un héros.
En même temps, c'est lui qui a convaincu François que la fameuse mesure qui devait être adoptée concernant la bénédiction pastorale des couples de même sexe sous certaines conditions, etc., qu'elle ne valent pas pour l'Afrique. Parce qu'en Afrique, les catholiques sont pris entre les évangéliques et les islamistes, et ce sont en fait deux pressions extraordinairement puritaines, et donc ils ne peuvent pas, en quelque sorte, je dirais, se permettre ce genre de luxe de société ouverte comme la nôtre. Et donc oui, c'est un héros, mais on voit que il est très François dans le style, sur le fond, mais pas tout François. Il y a un autre héros, si j'ose dire, c'est le cardinal de Jérusalem. Quel profil, celui-là! Oui, alors lui, bon, il a un grand avantage. Il est italien, mais il vient de Jérusalem, la mère de toutes les églises. Il est le patriarche latin là-bas, donc il est compatible avec tous les Italiens, et puis en même temps, il a un air d'Orient, et puis surtout, il vient d'un monde de conflit, s'il en est, n'est-ce pas? Donc là-dessus, je dirais, il coche beaucoup de cases. Il a un petit problème, c'est qu'il est jeune, il a 60 ans à peine, il vient de les avoir, ce qui veut dire que par exemple, comme les cardinaux électeurs durent jusqu'à l'âge de 80 ans, eh bien en 2045, il pourra encore voter s'il y a un nouveau conclave. Ce qui veut dire aussi que s'il devenait pape, ben, il pourrait être pape en 2050. Dans 25 ans. On peut imaginer que ce conclave... Ça compte aussi ce calcul d'âge. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut imaginer que ce conclave choisisse un pape plutôt âgé, qui serait un pape de transition, avant de se choisir un pape plus jeune, qui ferait des réformes, ou pas d'ailleurs? Oui, alors l'idéal, ça serait un pape de transition qui aurait l'aval de la curie, qui rassurerait les conservateurs, qui ne désespérait pas les réformistes ou les réformateurs, et qui aurait 79, 80 ans, enfin, juste avant la limite. La vérité, c'est que ce portrait robot-là, il existe peu ou pas. Si, il y en a un, c'est le cardinal Sean O'Malley, qui était l'archevêque de Boston, véritablement le seul qui ait réprimé les abus, qui était au C9. Le C9, c'est cardinal 9, c'est les 9 cardinaux dont François s'était entouré, un conseil spécifique, qui a toujours été respectueux avec François, mais qui a su aussi montrer des accords, mais il n'est pas au conclave. Est-ce que les cardinaux électeurs auraient le courage d'aller le chercher? Ils le peuvent, théoriquement. En pratique, compliqué. Je termine avec une question qui concerne les relations du pape avec le reste du monde, du Vatican avec le reste du monde. Je vais citer Staline, on lui prête cette phrase, le pape, combien de divisions pour la paix? Eh bien, c'est la plus grande diplomatie au monde, c'est une autorité morale inégalée, mais le pape est aussi un chef d'État, le chef d'État du Saint-Siège. À ce titre-là, il a accès aussi à toutes les enceintes internationales. Le Saint-Siège est observateur à l'ONU, à l'UNESCO, enfin, etc. Donc, il y a une force redoutable. C'est une des missions du pape, en quelque sorte, en tant là que chef d'État, de forcer ses homologues chefs d'État de leur rappeler au moins leur devoir d'humanité. Jean-François Colosimo, merci d'être venu éclairer par votre parole nos auditeurs. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Occident, ennemi public numéro 1. Il est paru chez Albin Michel. À très bientôt, Jean-François. Merci. À très bientôt, à suivre David. Le rappel des titres, la revue de presse et un esprit libre nommé Franz-Olivier Gisbert, Radio